Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 28 janvier 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Comment lutter efficacement contre le phénomène de la migration dans le Sahel? C'est à cette question que les participants à une table ronde qui a débuté ses travaux ce matin à l'hôtel Selix vont se pencher. Une table ronde donc qui a enregistré la participation de toutes les structures concernées dans la lutte contre ce phénomène. Le compte rendu est de Asma Oseidou et Aboubakar Souley. Échanger entre les acteurs des différents États concernés par la thématique de la migration, à savoir le Mali, l'Algérie, le Tchad, la Libye, le Soudan et le Niger sur les menaces sanitaires auxquelles elle expose les populations des zones de transit, tel est l'objectif visé à travers cette table ronde sur la coopération transfrontalière et le renforcement des systèmes de surveillance sanitaire le long de la route méditerranéenne centrale. Elle est initiée par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Ce cadre de dialogue constitue donc un premier jalon vers les modes de coopération et de coordination plus nombreux et plus concrets pour en permettre aux États de mieux répondre aux défis sanitaires et sécuritaires. Il permettra d'identifier des axes de coopération prioritaires dans lesquels pourront s'inscrire d'autres soutiens aux États concernés, tels que les systèmes d'alerte précoce. Cette rencontre récompense les efforts conjoints de l'OIM et de vos États en faveur d'une gestion intégrée harmonieuse des frontières. À ce titre, je réitère devant vous la détermination de l'OIM à accompagner les gouvernements dans leur engagement en faveur d'une meilleure coordination dans la gestion et le renforcement de la sécurité aux frontières. Le ministre de la Défense nationale a axé son intervention sur les enjeux et défis qui transgressent les frontières. Le format inédit de cette table ronde associant les spécialistes des 7 pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord dans le domaine de la sécurité, de la santé et de la gestion des frontières montre à suffisance la nécessité d'une réponse collective et d'une meilleure coordination entre nos pays face aux enjeux et défis qui transgressent nos frontières. Ces enjeux et défis sont entre autres en matière de sécurité, nos États font face à la pertinence des menaces terroristes et à la criminalité transfrontalière organisée. Ces fléaux qui affectent nos populations entravent notre développement et mobilisent sans répit nos forces de défense et de sécurité. Face à la nécessité d'une réponse harmonisée et coordonnée, le Niger et le Tchad conjuguent leurs efforts dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel. En matière de santé, la situation sanitaire le long de la route de la Méditerranée centrale, associée au flux migratoire massif en provenance d'Afrique subsaharienne, fait peser le risque de la propagation transfrontalière des maladies endémiques qui peuvent accentuer la vulnérabilité des migrants et celle des populations locales. C'est pourquoi l'émergence ou la résurgence de ces maladies, tels que le VIH-Sida et le virus Ebola sur notre continent, militent en faveur d'un contrôle sanitaire mieux coordonné le long de nos frontières. Au sortir de cette table ronde qui durera 3 jours, des recommandations vont être formulées. Des recommandations qui permettront à lutter contre la migration, notamment au Sahel. Le Conseil supérieur de la communication CSC a débuté les travaux de sa première session ordinaire de l'année 2019 ce lundi. Il sera question, entre autres, de la migration vers la télévision numérique terrestre TNT et bien d'autres sujets au cours de cette session. La session dont l'ouverture a enregistré la participation de plusieurs responsables de certaines institutions de la République. Faisons le point avec Mariama Christine Barmo et Chebou Guissou. Je déclare ouverte la session ordinaire du Conseil. Cette cérémonie marque l'ouverture de la session ordinaire du mois de janvier 2019. 8 points sont inscrits au projet d'ordre du jour de cette première session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC de l'année 2019. L'ordre du jour de la présente session est assez chargé, mais il est dicté par les impératifs du processus de migration de la télévision numérique terrestre qui est dans sa phase ultime au Niger et qui nous impose de conformer nos textes au réglementaire à la loi numéro 2018-23 du 27 avril 2018 portant sur la communication audiovisuelle.
En effet, l'adoption de cette loi bouleverse la chaîne des valeurs dans le domaine de la communication audiovisuelle. Autre point à l'ordre du jour de cette présente session, c'est celui relatif à l'examen et l'adoption des projets de délibération relatifs à la communication audiovisuelle. Je me félicite au passage des énormes investissements et progrès réalisés par le gouvernement dans le parachèvement du processus fastidieux de la migration à la télévision numérique terrestre. Vous vous rappelez, pour mieux apprendre les nouveaux mécanismes de l'avènement de cette technologie, nous avions initié au cours du mois de novembre 2018 un atelier de formation destiné aux conseillers et membres du personnel administratif et technique du CSC sur le cadre juridique et institutionnel de la communication audiovisuelle face à l'avènement de la radiodiffusion numérique. C'est donc pour se conformer à la loi portant sur la communication audiovisuelle et être en phase avec le processus de migration que nous allons examiner et adopter les projets de délibération dont le premier porte approbation des cahiers de charges type pour l'édition d'un service de télévision diffusé par voie RCN terrestre en mode numérique, et le second fixe les modalités de création, d'installation et d'exploitation d'un organe d'édition de services de communication audiovisuelle privée. Outre ces projets de délibération, les conseillers vont statuer sur les rapports des commissions d'instruction du CSC. Le président a aussi exhorté les membres à accorder un intérêt particulier à l'examen de ces textes réglementaires et aux rapports qui ont été fournis afin de doter le CSC des instruments nécessaires à une réglementation transparente et efficace. Vous pourrez suivre à la fin de ce journal les explications de la Nigélec sur le transfert d'un groupe électrogène d'Agadez vers Niamey, ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. Garcinia cola, c'est son nom scientifique. Petit cola connu de tous est un produit qui regorge d'énormes vertus, ce qui explique sa forte consommation de nos jours. Le petit cola importé de certains pays de la sous-région est disponible ici à Niamey chez certains vendeurs de cola. Reportage Arita Sala, Sadoudoumi. Généralement importé du Nigeria, le petit cola communément appelé Goro Aru ou Namijingoro est très prisé de nos jours. On le trouve chez les vendeurs de la cola et sont toujours en petite quantité. Tous les vendeurs de la cola vendent le petit cola. Il est beaucoup consommé aujourd'hui. Le sachet se vend à 4000 francs CFA. Avant, le sachet se vendait à 1500 francs, mais aujourd'hui il est cher, car il se fait rare, depuis même le Nigeria. Le petit cola est très demandé. Le petit cola renferme plusieurs vertus curatives, sans doute mieux connues par ceux qui le jugent amer et sans importance. Pourtant, les amateurs et les revendeurs de ce produit nous livrent ses bienfaits. Je consomme le petit cola parce qu'on dit qu'il soigne beaucoup de maladies et même la faiblesse sexuelle. Le petit cola est très prisé de nos jours. Même les médecins reconnaissent les vertus de ce produit. Il soigne l'hypertension, le diabète, l'ulcère gastrique et la faiblesse sexuelle. Certaines personnes qui souffrent de l'ulcère gastrique la prennent pour se soulager et même les hypertendus. Ça permet aussi une bonne digestion. Le nutritionniste confirme que ce petit cola a des vertus médicinales. Donc en termes de vertus, essentiellement c'est lié à leur forte teneur, n'est-ce pas, en potassium et en magnésium, notamment des sels minéraux, à leur teneur plus ou moins élevée en vitamines, à la présence de substances énergisantes de la même famille que ce qu'on va retrouver notamment dans certains excitants. Et l'autre chose, la dernière chose, sont des éléments qui ont une forte teneur en eau. La consommation de cette cola-là, qui a des vertus de vasodilatation, ça va faire en sorte justement que le diamètre apparent des vaisseaux va être plus grand. Donc du coup, l'afflux du sang va être plus important. Donc naturellement, ça peut lui permettre de lutter contre les faiblesses sexuelles. Chez les personnes qui sont diabétiques,
diabétiques, les personnes qui sont hypertendues, il n'y a pas en tant que tel de contre-indication. Parce que quand on prend, j'ai évoqué tout à l'heure, vous avez du potassium dans la cola. Et le potassium, ça a plutôt un effet bénéfique pour l'hypertendu. Parce que de plus en plus, dans les traitements des personnes qui souffrent d'hypertension, on conseille notamment, au lieu de prendre des sels avec sodium, on leur conseille de consommer du sel avec potassium. Et le potassium, on en a dans la cola. Et c'est une des vertus de la cola. Donc il n'y a pas de contre-indication en tant que peut-être pour les personnes hypertendues, pour les diabétiques. Donc au vu de sa composition. Il vaut mieux les éviter chez les enfants et les personnes qui ont vraiment des difficultés qui ont un mauvais sommeil. Les personnes qui ont un mauvais sommeil doivent absolument éviter de consommer ça tard dans le soir, notamment après 16 heures, parce que là de 16 heures, probablement ça peut perturber le sommeil. Mais sinon pour les autres catégories, donc il n'y a pas de contre-indication en tant que tel. Le petit cola est aussi utilisé en association avec d'autres plantes ou produits tels que l'ail, le citron, le beurre de karité pour traiter certaines maladies. Il s'est proclamé chef de l'État par intérim au Venezuela. Le président du Parlement, Juan Guaidó, appelle à des manifestations ce mercredi et samedi. Les heurts qui ont éclaté dans ce pays ont fait au moins 35 morts et quelques 850 personnes arrêtées. Nicolás Maduro, le président légal, compte lui sur l'armée. On le voit. Devant le siège de la garde nationale, ces membres de l'opposition s'adressent aux soldats vénézuéliens. Loi d'amnistie à la main, ils tentent de convaincre les militaires de rejoindre leur cause. En vain. Au siège de la marine vénézuélienne, les grilles restent fermées. Les partisans de Juan Guaidó le savent. Pour avoir une chance d'accéder au pouvoir, leur leader a besoin du soutien de l'armée. Un peu plus tôt, celui qui s'est auto-proclamé président par intérim appelait lui aussi les militaires à rejoindre les rangs de l'opposition. Ne tirez pas sur le peuple du Venezuela. Ne tirez pas contre ceux qui, d'une manière claire et constitutionnelle, ont manifesté pour défendre votre famille, votre peuple, votre travail, votre gagne-pain. Pendant ce temps, Nicolás Maduro s'affiche aux côtés des soldats lors d'exercices militaires près de Caracas. L'occasion pour le président de montrer qu'il a toujours le soutien de l'armée. J'en appelle à toute la force armée nationale bolivarienne. Union maximum, discipline maximum, cohésion maximum et genoux à terre pour faire échouer cette tentative de coup d'État impérialiste qui prétend imposer un gouvernement de pantins. Nicolás Maduro dénonce un coup d'État orchestré avec la complicité des États-Unis. De son côté, dans une interview publiée dans Le Figaro ce lundi, Juan Guaidó refuse lui tout dialogue avec le président vénézuélien et affirme que seule une élection libre permettra une solution politique à la crise que traverse le pays. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Espagne se disent prêts à le reconnaître comme chef de l'État si un nouveau scrutin n'est pas bientôt organisé. Fort de ce soutien international, Juan Guaidó appelle à de nouvelles manifestations cette semaine. Et puis cette situation qui prévaut actuellement au Venezuela a suscité la réaction de l'acteur de la société civile nigérienne, Ismaïla Abdouké. Je propose de suivre. Le Venezuela est victime d'un coup d'État médiatique. Parce que si on se réfère à la constitution vénézuélienne, notamment le fameux article Dos Tres Tres, comme ils disent les Vénézuéliens, ou bien Dos Tri Tri, selon les Anglais, qu'est-ce qu'il dit? Dans quel cas un président en activité est remplacé? Quand il décède, il meurt au cours du mandat. Quand il est destitué par le pouvoir, évidemment, judiciaire, et quand il a un handicap physique et mental constaté, quand il y a ce qu'ils appellent le référendum révocatoire, c'est-à-dire là-bas au Venezuela, un président peut être débarqué à mi-mandat par un vote populaire, un référendum populaire, ou bien en cas d'abandon de poste, ce qui n'est nullement le cas. Et quand on parle même de la prestation de serment, quand on prête serment, on doit prêter serment devant une autorité judiciaire ou une autorité supérieure. Le président, un homme ne peut pas lever la main comme ça devant ses militants pour dire qu'il a prêté serment. Et du coup, on constate que les États-Unis, avec leurs satellites latino-américains et leurs alliés occidentaux, tentent d'imposer un président pantin.
qui sera à leur solde aux intérêts capitalistes, impérialistes, de l'impérialisme américain et du monde occidental. Un monsieur qui n'a jamais été élu, il est président de l'Assemblée nationale. Et donc il n'a pas été candidat aux élections. Et Nicolas Maduro, lui, il vient d'être élu. Il a été, depuis mai, les élections avaient eu lieu. Il a prêté serment il y a seulement 2 semaines de prestat. Maintenant, à l'issue de ça, maintenant, on dit qu'un monsieur, il lève la main devant ses militants et il est reconnu. Donc vous voyez, où est la légalité? Où est la légalité? Or, dans la même constitution vénézuélienne, on dit que le pouvoir, il appartient au peuple, à la souveraineté populaire. Donc lui qui n'a pas été confronté au suffrage populaire, rien du tout de tout ça là, maintenant on tente de le faire reconnaître pour l'imposer. Et on sait tout ça là, pourquoi? Parce que les Vénézuéliens, c'est un peuple rebelle, un peuple déterminé, engagé pour son émancipation. Et depuis 20 ans, ils ne font qu'affirmer leur indépendance vis-à-vis des États-Unis, qui considèrent d'ailleurs l'Amérique latine comme ce qu'ils appellent la patio trasero, c'est-à-dire l'arrière-cour des États-Unis. Ils considèrent ça comme leur arrière-cour. Donc ils veulent continuer effectivement à dominer, et on sait que le Venezuela, sous les sols du Venezuela, il y a les plus grandes réserves de pétrole au monde. Donc c'est ça. Autre fait de l'actualité sur le continent à présent. L'un dit défendre la liberté d'expression, l'autre la stabilité de sa région face au mouvement islamistes. Les sujets sensibles des droits humains étaient au centre de la conférence de presse conjointement animée ce lundi au Caire en Égypte par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron. Les images. La stabilité et le respect des libertés doivent aller de pair. Voici l'un des messages que le président français est venu délivrer à son homologue égyptien. Une société civile dynamique, active, inclusive, reste le meilleur rempart contre l'extrémisme et une condition même de la stabilité du pays. Un an après leur première rencontre à l'Élysée en octobre 2017, Emmanuel Macron effectue une visite de 3 jours au Caire pour renforcer le partenariat stratégique avec l'Égypte. Et cette fois-ci, il a décidé d'aborder publiquement l'épineuse question des droits de l'homme avec le président Abdel Fattah al-Sisi. Les choses n'ont pas été dans la bonne direction depuis octobre 2017. Il y a eu des blogueurs, des journalistes, des activistes qui depuis ont été emprisonnés. C'est une réalité. Dans ce contexte, je considère qu'avoir un dialogue exigeant sur les droits de l'homme est totalement cohérent avec l'objectif qui est le nôtre. Depuis l'arrivée au pouvoir du général al-Sisi en 2013, au moins 60 000 personnes ont été arrêtées pour des raisons politiques selon les ONG. Le président égyptien évoque l'instabilité politique dans la région et les différences culturelles entre l'Égypte et l'Occident. Concernant la question des droits de l'homme, nous devons reconnaître que l'Égypte n'est pas comme l'Europe ou les États-Unis. Nous avons certaines spécificités culturelles et il est normal qu'il y ait des différences entre pays. La question des droits de l'homme ne devrait toutefois pas entraver les relations économiques entre la France et l'Égypte. Plus d'une trentaine d'accords commerciaux ont été signés entre les deux pays pour un montant de plus d'1 milliard de dollars. De son côté, Kaboul appelle les talibans à des pourparlers directs. Les islamistes avaient parvenu à un accord cadre avec les États-Unis après 6 jours de négociations au Qatar. S'il vous plaît. Parmi les principales revendications des talibans, le retrait des troupes américaines du territoire afghan. Les États-Unis y sont favorables, d'autant que les talibans ont en échange accepté une de leurs conditions. Les talibans se sont engagés, à notre grande satisfaction, à faire le nécessaire pour empêcher que l'Afghanistan devienne une plateforme pour des groupes terroristes internationaux ou pour des terroristes agissant seuls. Il ne s'agit pas de la seule concession demandée aux talibans. Pour les Américains, pas de retrait de leurs troupes sans un accord sur un cessez-le-feu durable. Pour l'instant, aucune avancée sur ce point n'a eu lieu. Les attaques talibanes à l'encontre des forces de sécurité du pays restent très fréquentes. Autre question de premier plan loin d'être réglée, la reprise du dialogue avec le gouvernement afghan. Les talibans s'y sont toujours refusés.
Averti des avancées, le président afghan a lui rappelé qu'il n'y aurait pas de retour à la paix possible sans consultation de son gouvernement. Nous voulons la paix, nous la voulons vite, mais nous la voulons avec un plan. Le plan est très important parce que nous ne voulons pas répéter les erreurs du passé. La reprise des discussions entre Américains et talibans est prévue le 25 février prochain. L'affaire a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces dernières heures au Niger. C'est le transfert d'un groupe électrogène d'Agadez vers la capitale Niamey. Les responsables de la Nigelec ont été sortis pour apporter plus de précisions sur ce transfert. C'est la partie magazine de ce journal. Très bonne réception. La Nigelec, dans le cadre de l'exercice de sa mission et de ses activités, devrait récupérer un groupe en panne de 1000 kV à la centrale électrique d'Agadez, le transférer à son atelier central à Niamey pour le dépanner et le ramener à Agadez, l'utiliser pour 2 semaines pour secourir le stade général Seyni Kounché dans le cadre du championnat CAN U20 qui va se dérouler du 2 au 17 février à Niamey et ramener le groupe au plus tard en fin février. Nous avons été extrêmement surpris que quand nous avons chargé, nous avons été envahis par la population d'Agadez qui est venue subitement encercler la centrale de Nigelec pour dire que le groupe ne quittera pas Agadez. Nous avons porté l'information aux autorités, le ministre de l'Énergie, le ministre de l'Intérieur et même le Premier ministre qui nous ont dit qu'ils vont intercéder. Nous ont reproché de n'avoir pas fait un minimum de communication. Le déplacement des groupes pour nous c'est une activité quotidienne. Moi-même qui suis le directeur général, les services qui s'en occupent ne m'informent même pas. Déplacer un groupe qui est en panne ici, ou un groupe dont la puissance est limitée, le prendre d'une localité pour le ramener dans une autre localité, c'est quelque chose que nous faisons au quotidien. Là, nous avons, après vérification, constaté en réalité qu'il y a eu des appels inadmissibles à l'insurrection sur les réseaux sociaux. Le plus grave, non seulement de la part des activistes de la société civile, mais des élus même de la localité d'Agadez, y compris le maire lui-même, qui a lancé des appels du genre « Il est temps d'arrêter le dépouillement des citoyens d'Agadez. La population et les élus d'Agadez doivent s'assumer pour arrêter de telles spoliations. Il n'est pas question pour nous que ce groupe sorte de la ville d'Agadez. » Toutes les infrastructures électriques appartiennent aux citoyens nigériens à égalité. Même si vous n'avez pas l'électricité dans votre localité, vous avez un droit de propriété sur le groupe de Gorobanda. Parce que c'est avec les impôts et les ressources de l'État que ces infrastructures sont faites. Aucune commune n'est propriétaire des infrastructures qui sont sur son territoire. Les groupes n'ont pas d'identité locale. C'est une propriété de la collectivité nationale. Il faut que cela soit bien compris. Donc le fait pour un maire d'appeler sa population à venir bloquer la Nigelec dans l'exécution de ses activités, appeler à l'insurrection, aller jusqu'à s'en prendre au Premier ministre de la République, le chef du gouvernement de notre pays, dans des propos totalement faux. Ils disent que le groupe aurait été offert à une maternité d'Agadez par Kadhafi, alors que ce sont des groupes que nous avons achetés dans le cadre d'Agadez Sokni, des groupes neufs, ils sont 2 que nous avons installés à Agadez et qui sont là pour secourir les fondamentaux, les hôpitaux, les centres de commandement en cas d'indisponibilité de la ligne de Sonichar qui alimente la ville d'Agadez. Donc ce sont des propos faux, gratuits, une installation à un attroupement totalement illégal autour de la Nigelec, avec des menaces et des propos totalement outranciers envers les autorités de ce pays, y compris le chef de gouvernement de notre pays, que le Premier ministre n'a qu'à venir lui-même prendre le groupe sur les garçons. Qu'il ne reste au Premier ministre maintenant qu'à prendre la mosquée d'Agadez pour l'amener à Bankilare, des choses comme ça. C'est totalement inacceptable. Personne n'a le droit d'empêcher à la Nigelec de faire son activité. Et je voudrais demander à la population d'Agadez
de ne pas se laisser embarquer dans des choses qui ne la regardent pas. Nous sommes en train de faire beaucoup de choses à Agadez pour sécuriser l'alimentation, pour étendre les réseaux dans la ville d'Agadez. La population est au courant que nous avons eu les financements pour construire une centrale hybride diesel, la première au Niger, de 19 MW. Au moment où ils étaient en train de s'agiter, nos ingénieurs étaient sur le terrain dans le cadre du démarrage des travaux de cette centrale. Ils étaient en train de travailler avec le président du conseil, les autorités locales. Et dans le projet, il était prévu des extensions dans les quartiers. Il était prévu même l'éclairage. Ils étaient en train d'identifier les grandes voies d'Agadez que nous allons éclairer, comme nous sommes en train de le faire à Niamey, que nous allons le faire dans tous les autres chefs-lieux de région. Et on embarque la population. Nous venons de finir l'exécution d'un projet où nous avons fait des extensions de réseau dans 12 quartiers d'Agadez. Il s'agit du quartier Toudou, Obitara, Douane, Azine 1, Azine 2, zone lycée, zone château, marché de bétail, Dagamanet, Pays-Bas, Misrata, ex-mairie. Les populations savent et ils voient que les poteaux sont devant leur maison. Nous sommes actuellement en train de préparer les compteurs pour les envoyer et nous allons leur faire des branchements promotionnels. Le maire d'Agadez sera pris inspiré d'aller dans ces quartiers-là pour faire visiter ces réalisations, ces infrastructures, faire preuve de reconnaissance au gouvernement qui est en train de faire tout cela, au lieu d'aller dans des agitations. Il semble même qu'il est en Europe, il n'est même pas là. Et il a balancé les choses comme ça. Il a défié l'État. Il sait bien que c'est inacceptable qu'on défie l'autorité publique. Il expose donc sa population de façon totalement gratuite et insidieuse. Ce n'est pas dans mes habitudes de parler des gens comme ça, mais ce que ce maire a fait est totalement inacceptable. C'est une entrave à l'exercice des activités de la Nigélec. La Nigélec est une société d'État. L'État a créé la Nigélec pour lui confier le monopole du service public. Ce qui importe à la population, c'est d'avoir la continuité de l'électricité. Nous sommes habitués quelque part, quand il y a des coupures de longue durée sur des jours, que les populations manifestent un tout petit peu. Ils font des sittings, tout ça là, pour mettre un peu de la pression sur Nigélec pour qu'on puisse trouver la solution. Mais dans le cas d'espèce, l'électricité est là. Le groupe est en panne depuis 3 mois. La preuve, le groupe a quitté Agadez, mais Agadez a toujours de l'électricité. Et c'est un groupe, même si la ville devait être coupée, le groupe ne couvre pas 1/10 des besoins de la ville d'Agadez. Donc il faut que les populations comprennent. Il ne faut pas s'embarquer dans du faux et dans un combat qui est totalement faux et gratuit. Nous sommes en train de mobiliser d'autres financements également pour couvrir les autres quartiers, les quartiers Serta, les quartiers Tegama, quartier Fan, quartier GTZ, électrifier les villages qui sont à côté, notamment le village de Tibnitan, le village de Karboubou. Donc la Nigélec est constamment à côté des populations d'Agadez, comme elle est à côté des populations de toutes les régions du Niger. Aujourd'hui, ce gouvernement a mobilisé tellement de financements. En 2018, nous avons pu électrifier 70 nouvelles localités. Et nous sommes présents dans tous les chefs-lieux de région. Tous les maires peuvent constater que dans leur quartier, même les populations, même ici à Niamey, dans tous les quartiers, vous voyez les poteaux qui viennent vous trouver chez vous, sans que vous ayez des fois fait la demande. Donc il faudrait vraiment que les populations d'Agadez comprennent cela. Même si on devait récupérer un groupe à Agadez pour venir secourir une autre localité, au nom de la solidarité nationale, la population d'Agadez devrait l'accepter. Surtout qu'ils ont une alimentation stable et que ce groupe n'intervient qu'en cas de besoin. S'il y a une urgence quelque part dans une localité du Niger, c'est tout à fait normal que la Nigélec prenne le groupe et qu'elle aille secourir cette localité. Il faut que la population d'Agadez revienne à la sérénité. Je leur promets que ce groupe-là, au plus tard le 25 février, il va être rapatrié à Agadez et installé à la centrale d'Agadez. Nous allons le faire pas parce que ce maire nous a menacés, mais c'est parce que c'est ça notre programmation.